Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour et bienvenue dans Capital Humain pour une nouvelle émission. Alors la question que je poserai aujourd'hui et c'est l'intitulé du titre, pour un leadership spirituel assumé, éloge de l'authenticité. Et si après des années de parler de performance, d'engagement et de transformation, l'enjeu clé des organisations devenait la profondeur humaine. Si le vrai leadership, celui qui inspire durablement, ne se mesurait plus en KPI, mais en cohérence intérieure. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Didier Pitelet, qui est une figure singulière et inspirante du monde de la communication et du management. Précurseur du concept de marque employeur dès 1998, il a accompagné des centaines d'organisations dans la quête de sens et de culture partagée. Mais derrière le stratège, il y a aussi un homme de chemin, en chemin. Un homme qui, après un accident de vie, a choisi d'oser l'authenticité, d'assumer sa dimension spirituelle et de repenser le rôle du leader de la lumière à l'être. Alors, dans cet épisode, on va explorer plusieurs choses. Cette bascule du savoir-faire au savoir-être, du paraître à incarner et peut-être du management à la présence. Alors, bienvenue dans cette conversation profonde et vibrante avec Didier Pitelet pour un éloge du leadership spirituel assumé, une invitation à remettre l'âme au cœur de nos entreprises. Bienvenue Didier, je suis ravi de t'accueillir dans cet épisode. Merci beaucoup, Johan, pour ton invitation. Je suis ravi de partager avec toi et avec tes auditeurs tous les sujets qui peuvent nous réunir, effectivement. Alors justement, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas, te présenter, expliquer en quelques mots un petit peu euh, la question du sens, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a construit et t'amène à être ce que tu es aujourd'hui? D'accord. Alors, pour faire relativement court, moi, je suis tombé j'allais dire, dans la marmite de l'humain dès mes débuts professionnels. J'avais fait du droit et de la communication. Et puis, par le plus grand des hasards, j'ai intégré une agence, alors qu'on n'appelait pas du tout communication RH, marketing RH à l'époque, mais communication de recrutement qui s'appelait Mediapea à l'époque, du groupe BDDP. Et là, ça a été une révélation de constater à quel point, déjà à l'époque, parce que ça remonte il y a quelques décennies, les entreprises avaient beaucoup de difficultés à communiquer leur identité employeur, ce qu'elles étaient réellement. Il y avait déjà des lieux communs, il y avait déjà des formules toutes faites, il y avait déjà des idées reçues. Et ça, c'est devenu une passion. Donc, ensuite, j'ai rejoint le groupe Publicis dans lequel j'ai passé 16 ans, où j'avais créé différentes structures, dont une qui s'appelait Guillaume Tell, avec laquelle, effectivement, j'ai créé et déposé le concept de marque employeur en septembre 98. À l'époque, l'économie n'était pas tout à fait selon les mêmes cycles qu'aujourd'hui. C'était des cycles de 2-3 ans, de la hausse, la baisse, la hausse, la baisse, qui engendraient une forme de yo-yo social avec les salariés. Tantôt je t'aime, tantôt je ferme le robinet des recrutements. Et si tu n'avais pas la chance d'être né au bon moment, tu pouvais être victime de ce yo-yo social. Et donc, témoin de cela, je me suis dit, mais on ne peut pas jouer avec les gens, c'est pas possible. L'entreprise, elle a le droit de licencier, elle a le droit de se restructurer. Ça, c'est clair, c'est la vie des entreprises. En revanche, elle n'a pas le droit de baratiner les gens. Ça, c'était déjà ma conviction profonde à l'époque. Et donc, la définition que j'avais faite de la marque employeur était très, très simple. C'était la marque employeur, ce n'est que la marque. Donc, déjà, il faut avoir une conscience de marque. Plus tard, Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat en parleront de raison d'être, mais il faut déjà avoir une conscience de marque. Donc, la marque employeur, ce n'est que la marque, traitée sous langue employeur par la mise en cohérence de toutes les expressions internes et externes au nom de la performance. Donc, il y a 3 piliers pour la marque employeur, la marque, la cohérence et la performance. Pour moi, tout le reste, c'est du baratin, très clairement. Donc,
Ça veut dire qu'il faut avoir une vraie conscience. Donc, on a travaillé. Donc, avec Guillaume Tell, ben, évidemment, on a développé très fortement ce concept. Ensuite, ben, j'ai pris un virage qui a accompagné les générations, notamment l'émergence de la génération Z, parce que force est de constater que la génération Z est la première génération universelle de l'humanité. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail, petit Auvergnat que j'étais, ben, il y avait beaucoup de différences avec un jeune italien, américain, russe ou autre, etc. Aujourd'hui, tous les jeunes de la génération Z ont les mêmes tuyaux, ont les mêmes codes, ont les mêmes langages par des icônes, et de fait, ben, ça change tout. Pourquoi? Parce qu'elle ne met pas du tout le même sens derrière les mots que les générations précédentes. Et là, je me suis dit, on a depuis 30 ans, on n'arrête pas de parler de choc de génération, de cohabitation, etc. Or, là, si on ne veut pas qu'il y ait carrément des murs qui séparent les personnes, comment est-ce qu'on peut faire? Et là, je suis revenu, je vais dire, aux fondamentaux de l'humanité. C'est-à-dire que depuis que nous sommes des animaux pensants, on se constitue en tribus. Donc, on crée des rites. Or, tu le sais comme moi, l'entreprise, ce n'est qu'une tribu. Mais le problème, c'est qu'elle a oublié de son statut de tribu au profit d'un système. Alors, système financier, système de com, etc. Et donc, j'ai travaillé sur les enjeux de culture d'entreprise. Donc là, j'avais créé On the Moon, qui est une agence qui a très, très bien marché, jusqu'au jour où j'ai dû la fermer suite à un énorme plantage d'un de nos très gros clients qui s'est mis à nous payer entre 18 et 24 mois. Et j'ai relancé ensuite Enoch Consulting. Alors, Enoch, c'est pas anodin par rapport à notre sujet, c'est l'aïeux de Noé, et c'est censé être le premier homme, à mes yeux, à avoir écrit le premier livre culturel. Alors, évidemment, là, c'est très spirituel, etc. Mais donc, c'était un petit clin d'œil que je trouvais intéressant. Et donc, depuis, j'aide les entreprises à créer des vrais rites culturels. Parce que si elles assument leur statut de tribu, eh bien, elles doivent assumer leur rituel de vie. Voilà. Alors, on est loin des termes de marketing parce qu'on est dans une terminologie qui parle au plus profond de chacun de nous. Nous sommes, encore une fois, des animaux de rite. On les a oubliés sous la pression de la société de l'hyperconsommation qui fait que on prône davantage le troupeau que l'exclusivité culturelle, mais il n'en est pas moins vrai que lorsqu'on bâtit des rites, lorsqu'on fait assumer ces rites par les dirigeants, donc là on reparlera de leadership spirituel, et bien évidemment, ça fonctionne. Alors, en parallèle de toutes ces aventures entrepreneuriales, j'ai créé il y a 4 ans de cela, et j'en suis très, 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 très fier, mais avec beaucoup d'humilité, la première exposition d'art dédiée à l'humain avec Gueule de l'emploi, puisque là, on va sortir, on sort là la quatrième saison, où en 4 saisons, on aura photographié à peu près 650 humains venant de tous les horizons, avec des profils, mais vraiment très variés, de l'autodidacte au bac plus 28, etc. Et quand on va se balader dans l'expo digitale, parce que c'est une galerie virtuelle, sur www.gueuledelemploi.fr, eh bien, on se rend compte, au-delà du talent de l'artiste Christophe Duron et du caméraman Nathan Piclet, eh bien, on se rend compte que tous ces gens sont beaux parce qu'ils partagent une chose essentielle, la fierté de ce qu'ils font. Et là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que quand tu es une entreprise qui donne à partager une aventure humaine, quand tu es une entreprise structurée sur ses croyances et non pas sur le copier-coller à la mode, eh bien, tu ne crées plus des carrières, tu crées des parcours de vie. Et les gens, en écho, sont fiers du maillot qu'ils portent, sont fiers de l'histoire qu'ils racontent, et dans Gueule de l'emploi, c'est toute cette fierté qui s'exprime. Voilà. Et puis en parallèle de tout ça, depuis maintenant 25 ans, j'ai dû écrire une quinzaine de livres, dont le dernier donc, tu as évoqué, puisque c'est effectivement pour un leadership spirituel assumé, éloge de l'authenticité, où chaque fois, évidemment, je n'ai aucune prétention littéraire, mais c'est une pierre au débat. Voilà. Ma vie a été d'être témoin
acteur de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Je pourfends depuis toujours la langue de bois. Il n'y a rien de plus terrible à mes yeux que l'hypocrisie, à l'image d'ailleurs aussi de ce qui se passe dans le monde politique, parce que depuis 40 ans, il y a un vrai parallèle entre l'entreprise et le monde politique. C'est-à-dire que depuis 40 ans, le monde politique s'est enfoncé dans une sorte de clientélisme de bas étage, avec un personnel politique qui n'est plus habité par la chose sacrée, qui est d'être au service d'eux. Et souvent, alors évidemment, j'ai des milliers de contre-exemples, mais dans le monde des grandes entreprises, eh bien, on s'est formaté un peu de la même manière, ce qui est logique, hein. Les décideurs viennent des mêmes courants de formation, il y a une consanguinité, et quoi qu'on en dise, le modèle, entre guillemets, institutionnel reste le modèle de référence, en tous les cas dans les grandes entreprises, en France. On peut nuancer par rapport à d'autres pays. Donc voilà, donc mon parcours, rapidement, donc c'est l'humain avec un grand H et Et l'envie l'authenticité. farouche. Oui, et puis l'envie farouche d'être utile, encore une fois, avec beaucoup d'humilité. Chacun a sa vérité sur tous les sujets qu'on aborde, mais je partage, moi, mes convictions. Voilà. Mais je te remercie pour cette belle présentation et du coup, ça me permet de rebondir sur une chose, c'est que, et je partage peut-être cette vision-là, c'est que l'entreprise a peut-être un autre rôle aujourd'hui. Non, justement, tu t'expliquais que les institutions, petit à petit, se désengagent un petit peu sur certains aspects et l'entreprise a peut-être un autre rôle, peut-être une place de village où on vient partager des sujets de société. Est-ce que, quelle est ta vision justement de ce nouveau rôle de l'entreprise aujourd'hui? Alors, c'est pas forcément un nouveau rôle, parce que si tu fais un bond d'un siècle en arrière, elle avait déjà ce rôle. C'est vrai. Mm. Elle a été victime depuis les années 80, globalement, la création du CAC 40, si on veut prendre un curseur en France, de la seule logique qui devait prévaloir, à savoir la logique de l'hyperfinanciarisation. Donc, l'hyperfinanciarisation a créé toutes les dérives que nous vivons aujourd'hui. Alors, attention que nos auditeurs ne se trompent pas. Quand je parle d'hyperfinanciarisation, je ne suis pas contre l'argent et faire de l'argent. Loin s'en faut. Sans argent, une boîte, ça n'existe pas. Elle doit faire du profit. Mais quand ce sont les marchés, les analystes financiers qui dictent la loi, là, ça devient grave. Parce que on se rend compte que la variable d'ajustement permanente, ça devient l'humain, malgré tous les beaux discours. Donc pour moi, très clairement, l'entreprise avec un grand E est en danger aujourd'hui. Mais un danger que je qualifierais presque vital dans son existence de place publique, pour reprendre place de village. C'est-à-dire que on a aujourd'hui jamais eu autant de défiance entre les générations montantes, qui d'ici 5-6 ans vont être dominantes sur le marché public, je parle de la génération Z, pas encore de l'alpha, et ce qu'offre l'entreprise. Alors bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans la même logique. Entre un très grand groupe, une multinationale, une grande institution de la fonction publique et la PME de 50 personnes, c'est le grand écart. D'un côté, tu as des chefs d'entreprise qui sont des bâtisseurs, des entrepreneurs, au sens j'ai tout mis de ma vie dans l'entreprise, d'autres qui sont des cadres dirigeants interchangeables. Je suis excessif dans le propos parce que même dans ces grandes entreprises, il y a des vrais bâtisseurs, mais ils sont rares. C'est Ils vrai. sont rares. Et Ouais. là aussi, il faut avoir le courage de le dire, parce que derrière les statuts, tout le monde comment dirais-je, s'incline. Or, non, il y a aujourd'hui un vrai problème d'incarnation. Et donc, l'entreprise, aujourd'hui, depuis maintenant 20 ans, elle se drape dans la vertu des beaux sentiments, elle prend les habits du parfait communicant. Je te prends un exemple. Deux concepts que moi je trouve formidables, la qualité de vie au travail et la RSE. Personne peut s'élever contre ça, c'est formidable. Et ça rejoint le rôle sociétal de l'entreprise. Là où le bas blesse, et fortement, c'est qu'il n'y a jamais eu
autant de mal-être, de détresse, de burn-out, de maladies psychiques qu'aujourd'hui. Mm. Donc là, voilà, le tartuffe est tombé. Je veux dire, la mascarade est là. On ne peut pas, il faut arrêter de développer des beaux discours auxquels tout le monde a envie de croire et offrir l'inverse dans le quotidien. Donc, l'entreprise, aujourd'hui, elle est en danger, déjà en son sein, pour ce que je viens de dire. Et deuxième danger, c'est que tous les mots MAUX de la société civile rentrent dans l'entreprise. Il y a, avant Internet, tout ce qui se passait dans l'entreprise restait dans l'entreprise. Pour avoir une info sur comment on vit dans telle boîte, fallait ramer à l'époque. Bon, aujourd'hui, tout se sait, tout se dit. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, une forme de fluidité entre les mondes qui n'existait pas. Et malheureusement, beaucoup de dirigeants, y compris des RH, même si intellectuellement, évidemment, ils sont d'accord avec ça, ont du mal à adapter leur organisation à cette réalité de fluidité entre les mondes. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, la radicalisation de la société civile. En France, mais pas qu'en France, hein, dans beaucoup de pays occidentaux, tu as une violence qui se développe, tu as du communautarisme qui se développe. Quand on voit des personnes racistes, antisémites, défiler appelant mort aux juifs ou mort à ci, etc., ces gars-là, ou ces femmes, sont aussi des salariés. Donc, ils ne retrouvent pas une virginité quand ils rentrent dans l'entreprise. Et oui. S'ils sont cons, s'ils sont racistes, s'ils sont antisémites, s'ils rejettent je ne sais pas quoi, ils viennent avec ça dans l'entreprise. Et inévitablement, l'entreprise aujourd'hui est sujette à cet entrisme. L'un des meilleurs exemples, c'est le sujet de la religion en entreprise, qui, il y a 30 ans, n'était absolument pas un sujet. Dans les années 80, premier septennat de François Mitterrand, on a ouvert la porte. Alors, pour du clientélisme, il faut oser le dire, à des principes de religion. On a commencé à avoir les premières salles de prière, des choses comme ça. L'entreprise est peut-être l'ultime digue de la République. C'est-à-dire, globalement, c'est un lieu, certes économique, certes privé pour les entreprises privées, mais qui est censé valoriser le fronton républicain, liberté, égalité, fraternité. Alors attention, ce n'est pas une démocratie au sens politique du terme, Mhm. puisque ça répond à des objectifs, etc. Mais c'est le dernier lieu où l'inclusion se fait réellement, où, quoi qu'on en dise, la méritocratie peut encore fonctionner, peut encore, parce que dans certains cas, c'est plutôt une sorte de mafia de diplôme qui fonctionne, mais ça, la méritocratie fonctionne, et où la cohabitation des différences peut faire sens, sous réserve que l'entreprise de cette première partie du XXIe siècle soit capable de réhabiliter avec force et détermination une culture unique. Et c'est là où le bas blesse. C'est que quand tu regardes sous l'angle culturel, RH, etc., euh, toutes les grosses boîtes font du copier-coller. C'est clair. C'est faux. C'est les mêmes concepts. Alors, pour illustrer mon propos, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à regarder les rapports annuels, etc., qui, il y a 20-30 ans, parlaient à peine d'humain, on va dire une demi-page, c'était le mot du DRH. Aujourd'hui, via la RSE, via tout ça, il y a 10, 15, 20 pages. Mais vous constaterez que c'est pratiquement les mêmes choses qui sont écrites au mot près. Ça, c'est le bullshit de l'époque. Ce politiquement correct perpétué par les politiques comme par le monde économique, les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus parce qu'ils n'y croient plus. Et les jeunes, la génération Z, hyper connectés, eux, ils se désengagent parce qu'ils ont déjà eu leur point de vue sur le sujet. Donc, l'entreprise, et là je rejoins les travaux de Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat que j'évoquais au tout Mhm. début, sur la raison d'être, l'entreprise responsable aujourd'hui, elle doit être capable d'avoir une raison d'être profonde,
différentes qui impliquent les actionnaires, les marchés financiers et les dirigeants dans une posture d'éthique qui doit être irréprochable. Car au final, la vraie crise, d'ailleurs tant politique, on le voit aujourd'hui, que économique, c'est l'éthique. Mais il faut revenir à l'éthique de Spinoza, où globalement l'éthique devient un mode de vie. Et le problème, c'est que l'entreprise, depuis longtemps, hein, mais s'est dévoyée sur le plan de l'éthique, en faisant croire des choses qu'elle ne fait pas vivre, en prétendant être ce qu'elle n'est pas, et en ayant une considération de l'humain finalement assez superficielle. Assez superficielle. Donc, j'aurais tendance à dire, pour conclure, que l'entreprise, elle est au cœur de la cité, elle est une digue, un rempart pour la cohérence sociétale, et elle doit assumer pleinement sa différence. Donc ça pose la question de vraiment l'incarnation entre les effets d'annonce et ce qui est fait réellement sur le terrain, sur toutes les lignes, toutes les strates de l'entreprise du coup. Mais bien sûr, l'incarnation est la conséquence majeure de tout ce que je viens de développer. C'est-à-dire que le problème, c'est que nous avons aujourd'hui, alors sous l'impulsion, attention, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, mais comme depuis 40 ans, 50 ans, la mondialisation s'est calée sur un modèle, le modèle américain anglo-saxon, où globalement, progressivement, tant à travers les normes financières que les modèles de management, a répandu un style et une posture et quelque part une grille de lecture managériale, eh bien, on aboutit à des entreprises dirigées par des managers souvent interchangeables qui viennent non pas bâtir un projet de vie, mais répondre aux injonctions, parfois paradoxales, des actionnaires. Alors évidemment, comme souvent ce sont des bons communicants qui sont bien entourés, on brode là-dessus une petite fable et on a le sentiment d'avoir fait le job. Seul problème, c'est que beaucoup de dirigeants ne partagent rien avec la base. Tu sais, moi je suis un adepte de la pyramide inversée. Eh oui. C'est-à-dire que, alors déjà, pour ceux qui le savent, le symbole triangle tête en haut, c'est le symbole du masculin, de la force, du divin, Dieu, etc. OK. Et le triangle tête en bas, c'est le symbole du féminin, bref, c'est la complémentarité, les deux réunis formant le sceau de la sagesse, ce qu'on appelle le sceau de Salomon. La pyramide inversée, elle dit quoi? Elle dit que quand tu as le talent, voire le don d'être un dirigeant. Et c'est pas donné à tout le monde d'être un dirigeant. En France, on adore critiquer les dirigeants, on adore pointer du doigt ceux qui font de l'argent, etc. Mais il n'en est pas moins vrai que rares sont les femmes et les hommes capables d'être des dirigeants. Et si tu n'as pas de dirigeant, eh ben, tu n'as pas d'entreprise, tout simplement. Mais quand tu as ce don, ces qualités, ta vraie fierté, c'est pas t'asseoir sur le reste de l'organisation, c'est te mettre à la base pour pousser tout le monde vers son destin, pousser ses équipes pour aller de l'avant, guider les managers et puis évidemment servir ceux qui font vivre l'entreprise, que ce soit les clients ou autres. Donc, la pyramide inversée, c'est quelque chose qui pour moi symbolise l'incarnation. Et l'incarnation, ça passe, on rejoint le thème de notre échange, par ce que j'appelle le leadership spirituel. Alors attention, aucune connotation religieuse. Mm. Hein, tu sais, en France, c'est terrible. On a une sorte de politiquement correct qui nous impose d'être très très prudent avec les mots, et donc de fait, on utilise essentiellement des mots creux aujourd'hui. Or, le leadership spirituel, ça veut dire gouverner, diriger par ses croyances. Qu'est-ce que l'on veut d'un dirigeant? C'est qu'il nous exprime ses croyances, qu'il nous dise réellement qui il est, quels sont ses moteurs dans la vie. Si la personne se contente de dérouler le beau discours du manager à la mode, avec tous les concepts qu'il faut, etc.,
Mais personne va s'accrocher, se cranter à ce projet-là qui sonne creux. En revanche, si la femme ou l'homme dirigeante a ce courage intrinsèque de d'assumer ce qu'elle est réellement, eh bien là, évidemment, ce sera très sélectif. Il y a des personnes qui ne l'aimeront pas, qui n'adhéreront pas. Ben, c'est pas grave, cela, ils quittent le navire, on s'en fout. Je veux dire, si tu veux monter le haut, eh ben, il faut être avec des fidèles. Si, moi, je suis sidéré, tu vois, quand je vais dans les boîtes, parce que je fais encore pas mal de tables rondes, de constater le grand écart entre la perception qu'ont les dirigeants de leurs équipes et la perception qu'ont les équipes de leurs dirigeants. C'est assez impressionnant. Eh ben oui, mais le problème, c'est que souvent, dans beaucoup de boîtes, les équipes ne croient pas en leurs dirigeants. Or, c'est la base même. Et le leadership spirituel, ça, évidemment, ça impose déjà de se connaître à minima. C'est clair. Or, tu as plein, c'est pas valable que pour les dirigeants, mais beaucoup d'humains passent à côté de leur vie parce qu'ils ne font pas l'effort de se connaître. Ils En sont, entre profondeur. guillemets, mais bien sûr, ils sont les passagers de leur vie, mais ils ne vont pas chercher à l'intérieur ce qu'ils sont réellement. Ils ne travaillent pas assez sur leurs contradictions, sur leurs doutes, sur leurs peurs aussi, bien évidemment. Et donc, aujourd'hui, le dirigeant, c'est Superman, c'est le super champion, etc. OK. Et pour autant, est-ce que c'est son moteur dans la vie? Est-ce que moi, je vois des dirigeants, tu vois des gens bien, avec des enfants qui ont des valeurs, etc., qui transmettent d'ailleurs des belles valeurs à leurs enfants, alors souvent ils ont de respect, tout ça, etc. Ok, très bien. Et se comporter comme des salopards dans leur entreprise, capables d'hurler. Tu as des dirigeants qui sont célèbres par leur coup de gueule. Mais ça va pas, les gars. C'est pathologique que de gueuler sur d'autres personnes. Ça relève de la psychiatrie. C'est pas parce que tu es dirigeant que tu dois gueuler, humilier des personnes qui travaillent à ton service. Bien au contraire. Et Didier, je voudrais Oui, je t'en apporter prie. un complément sur ce que j'ai pu moi constater, c'est que souvent il y a des effets mimétiques. L'entreprise est un effet miroir de chocs psycho-émotionnels qui ne sont pas traités depuis même l'enfance et l'embryogénèse. Et donc il y a des choses qui se rejouent. Et c'est vrai que cette notion de pathologie ou de souffrance, parce que des dirigeants sont en difficulté parfois, elle n'est pas vraiment mise au cœur du sujet. Et c'est important en fait, ce travail de Bien sûr. connaissance de soi. C'est essentiel et ça dépasse le cadre même des dirigeants. Et je poursuis justement ce leadership spirituel. Euh, Ce qui devrait être un relais ou un outil du leadership spirituel, c'est les fameuses valeurs de l'entreprise ou les rites. Bon, très bien. Quand tu regardes ce qui se passe réellement dans les entreprises, pendant des décennies, on avait les 10 commandements affichés au mur, les valeurs, et souvent en premier, le respect. Très bien. Depuis quelques années, le respect a été remplacé par le mot bienveillant. La bienveillance, qui est un joli mot, mais mise un peu aussi à toutes les sauces. Et donc, le problème, si ces mots-là ne sont pas incarnés de haut en bas, si ils ne nourrissent pas l'exemplarité comportementale dans l'entreprise, ben ça ne fonctionne pas. Si au bout du couloir, je cite souvent quand je fais une conférence cet exemple, je rejoins l'entreprise X parce que je crois en ses valeurs, je m'y projette, je m'identifie très bien. Et puis au bout d'un mois, je constate qu'au bout du couloir, il y a un manager qui est un tyran avec ses équipes, qui les maltraite, les gens sont malheureux. Et ce que j'entends à la cantine, c'est terrible. Et on le garde, tout simplement parce qu'il fait le chiffre. Mais là, ce qu'on oublie, c'est que c'est le dirigeant tout en haut qui se discrédite en gardant un individu comme ça, en contradiction avec les valeurs que l'on affiche. Et le drame aujourd'hui, enfin le drame, non, c'est plutôt heureux d'ailleurs, c'est que les jeunes générations, en étant témoins de ça, au bout de 2 mois, 3 mois, 6 mois, elles s'en vont. Parce qu'elles veulent cet alignement, elles veulent de la cohérence. Et donc, le leadership spirituel, c'est très simple. Moi, le bouquin que j'ai écrit, c'est un hymne au bon sens. C'est un parfait alignement, tête, la vision, cœur,
vraiment l'engagement, l'empathie et le courage avec les tripes. Donc, tête, cœur, tripes, c'est le leadership spirituel. Or, on a souvent des leaders qui sont très, très, très câblés là-haut, une connexion plus ou moins assumée avec le cœur et parfois, même souvent, un manque de courage pour assumer l'humain. Pas pour gagner des marchés, etc., mais pour assumer l'humain, vivre les contradictions de l'humain. Et donc là-dessus, cet aliment sur ce fil à plomb qui pour moi est absolument essentiel, mais c'est valable dans la vraie vie de tous les jours, hein. C'est pas uniquement, euh, ça ne concerne pas uniquement les dirigeants, ça concerne chaque être humain. Si tu n'es pas aligné sur toi-même, tu es à côté de toi-même. C'est-à-dire tu marches à côté de ta vie. Et on se rend compte qu'il y a plein de gens dans le monde professionnel, et c'est d'ailleurs une des raisons des pathologies qu'il y a aujourd'hui, qui ne sont plus alignées sur elles-mêmes dans le monde professionnel, qui marchent à côté de leur vie, en écho au fait que les entreprises ne savent plus proposer des parcours de vie également, et donc ça fait tous les tiraillements. Alors, c'est du désengagement pour les uns, c'est de la détresse pour les autres, du burn-out, une mauvaise réputation, parce que notamment l'empreinte numérique, elle se nourrit de plus en plus de ces sujets. Et au final, eh bien, c'est tout l'édifice de l'entreprise qui est fragilisé. Et ce, même si, même si elle fait du résultat et du chiffre. Alors j'aimerais bien, c'est une transition toute trouvée par rapport au leadership spirituel, mais avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce qui t'a donné envie, quelle est ta quête, toi, intérieure spirituelle, et qui t'a lancé sur ce parcours, justement? Bon, écoute, j'ai eu la chance, ça peut paraître très surprenant, mais je dis assez souvent que j'ai eu la chance de mourir à 23 ans. Donc ça, c'est une chance. Alors, c'est paradoxal parce que je me serais bien évité l'accident que j'ai eu à l'époque et qui fait que je suis handicapé à 71% depuis. Mais c'est une chance parce que quand tu es déclaré mort à 23 ans et que tu survis à ça, euh, et qui, de surcroît, à l'époque, j'avais déjà une énergie personnelle liée à mon patrimoine génétique de mes parents, eh bien, comment dirais-je, tu prends conscience d'une chose, c'est que la vie, elle se bouffe à 100% dans tous les compartiments de vie. Moi, je suis un farouche adversaire des 35 heures et du saucissonnage, de l'opposition plutôt que ça a créé entre temps, vie perso, vie professionnelle. Quiconque connaît le sens de la vie, c'est qu'on est à 100% dans la vie perso, 100% dans la vie pro, 100% en amitié, 100% en amour et autres. Si tu commences à faire de la petite comptabilité de temps sur tes engagements, ben, tu as des petits fragments de vie. Et petits fragments de vie plus petits fragments de vie, ça fait rarement une belle vie. Ça fait une vie dont on est passager, mais on est rarement acteur. Donc ça, le premier point, c'était cela. Et puis, c'est comme ça, alors je ne vais pas te faire tout mon bilan médical, mais 2013, opération à cœur ouvert, 2015, j'ai fait un très grave AVC. Et là, forcément, tu te poses des questions existentielles majeures. Alors, j'avais déjà contribué avec les enjeux de marque employeur, tout ce que j'avais pu faire, à essayer d'importer dans le monde de l'entreprise un discours authentique. Mais là, j'ai franchi réellement une autre étape, qui est celle de la culture et des rites dont je te parlais tout à l'heure, et puis de cette volonté d'aider les gens à s'aligner. Chaque fois que j'interviens, parce que je fais beaucoup de conférences, chaque fois que j'interviens, j'espère toujours que mes mots aident les gens à être meilleurs. Mais je n'ai que des mots, hein. Donc ça, tu vois, je reste bien à ma place. Mais il n'en est pas moins vrai que, tu sais, c'est Kipling qui disait, l'homme qui ne veut pas regarder le miroir ne peut pas espérer le traverser. Tout l'enjeu, c'est de traverser le miroir et pas rester à se contempler telle une icône, tu vois, c'est le traverser. Et c'est réellement le sens même du leadership spirituel. C'est faire prendre conscience aux dirigeants que si tu traverses pas ton miroir, tu ne seras jamais un vrai grand dirigeant au sens être aimé. Parce qu'au final, et ça c'est réellement, comment dirais-je, le sens même de mon parcours, alors ça va te paraître peut-être un peu bizarre, mais
Le vrai fil conducteur de mon parcours et du leadership spirituel, c'est le verbe aimer. C'est-à-dire que c'est le verbe d'action le plus puissant qui existe et qui fout une trouille bleue en entreprise. C'est-à-dire qu'en entreprise, on n'ose pas dire, on n'ose pas utiliser le verbe aimer. C'est presque tabou, presque un aveu de faiblesse. Mais quand tu as la chance de diriger, diriger, c'est aimer. C'est aimer son produit, son entreprise, ses équipes, ses clients. Donc, aimer, c'est partager. C'est partager sa vision, c'est partager son énergie, ses croyances, etc. Et partager, eh ben, par définition, c'est guider. Et donc, si tu guides, eh ben, tu vas, entre guillemets, là où collectivement on a envie d'aller. Voilà. Et ça se fait, ça veut dire qu'on s'inscrit à minima sur le temps long. Le problème, un des obstacles du leadership spirituel, c'est l'hypertemps, où tout va tellement vite qu'on ne raisonne plus, on ne réfléchit plus, on consomme du contenu et on le recrache tel une bouillie insipide. Or, le temps, c'est le temps de la réflexion avant tout. Et donc, si on l'écrit, si on le vit à l'aune du verbe aimer, eh bien, il y a fort à parier qu'on remplit sa vie. Et accessoirement, peut-être qu'on contribue à remplir celle d'autrui. Alors Voilà justement, mon fil conducteur. pour aller un peu plus dans le fond des choses, si tu as des dirigeants qui commencent à prendre conscience, ce qui est déjà un pas hein, de tout ça, comment tu pourrais les inciter, leur donner envie, aimer en fait aller dans ce travail d'incarnation de leadership spirituel. Et moi, je rajouterais aussi de travail de connaissance de soi profonde. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme clé pour leur donner envie, créer l'impulsion? Alors bon, il n'y a pas de recette toute faite parce que ça dépend tellement de chaque personne. En revanche, je les amène à réfléchir sur ce qui serait leur testament philosophique. C'est-à-dire, globalement, je vais te raconter une anecdote. Un jour, il y a longtemps, hein, très grand chef d'entreprise, très grand groupe, etc. Et le type était convaincu qu'il était le meilleur, tout ça. Et son DRH a le courage de lancer une démarche structurante de marque employeur. Et donc, je me retrouve à animer une vingtaine de tables rondes avec ses salariés. Et je me rends compte que ce que ces salariés vivent, c'est l'exact inverse de ce qu'ils croient. C'est-à-dire que globalement, les gens ne sont pas heureux, comprennent rien à ce qu'il dit, etc. Enfin, c'est l'inverse, c'est le miroir opposé. Bon, alors là, évidemment, quand tu as un peu de bouteille, bah, tu ne te dégonfles pas, tu y vas et tu dis le truc aux dirigeants, tu vois. Et le mec, il le prend très très mal, mais très très mal. Et là, je me dis, bon, bah, ok, il va me foutre dehors, et puis bon, bah, ma mission est terminée. Bon, bah, écoute, qu'importe, s'il ne veut pas entendre. Parce que quand je restitue, c'est pas moi qui parle, c'est les salariés. Et là, je me dis, il faut que je trouve un coup à faire. Et en une seconde, j'ai un déclic, je lui dis, écoutez, je veux bien que vous n'ayez pas la même vision. Moi, je vous restitue que ce que j'ai entendu, donc ça ne m'engage pas. Par contre, j'ai une question à vous poser. Vous sortez de votre bureau, là, vous traversez la rue, vous faites écraser, vous mourrez. À votre avis, qu'est-ce qui restera de vous? Et là, un blanc, qui pour moi a duré une éternité, c'était quelques secondes. Et là, il me dit, mais vous êtes en train de me dire que je suis un con, hein. Ah, j'ai écouté, président, je ne me permettrai pas de vous dire ça, mais si vous le dites, je suis prêt à le partager. Et là, ça a été le déclic. Et là, on a fait un travail de fond où globalement, il est passé progressivement d'un management de courtisan à un management de missionnaire. Parce que quand tu sais, c'est Michel Serres qui disait, donne des tâches à des gens, t'en feras des tâcherons, donne-leur des fonctions, t'en feras des fonctionnaires, donne-leur des missions, t'en feras des missionnaires. Le leadership spirituel, il a pour but de créer une équipe de missionnaires. Parce que c'est au nom de la mission, donc de la raison d'être dont je parlais tout à l'heure, qu'on est habité quand on va bosser le matin. Si tu vas juste faire le taf pour avoir ton fric à la fin du mois, aucun sens. Si en revanche,
tu te bats collectivement pour la mission, là, ça fait sens. Et donc, ça veut dire, donc, pour ce président, on a travaillé sur son modèle de management, sur comment structurer des vraies valeurs, mais qui soient vécues par la base. Donc, tu vois qu'il y a une vraie communion entre la tête et le corps. Et de fait, bah, ça a tout changé dans cette boîte. Ça a tout changé dans cette boîte. Le vrai enjeu, c'est ça. C'est, tu vois, un autre exemple, un grand patron du CAC 40 qui ne croyait pas du tout au concept de marque employeur. Et son DRH, brillant, lui, il se bat. Il y va, il parle d'égo avec tous les patrons de filiales et on lance le projet. Et c'est un très grand groupe avec plein de filiales qui avaient leur propre marque. Et puis je me rends compte, ben là on avait fait peut-être 80 tables rondes en Europe, enfin, c'était assez dense, et on se rend compte que finalement l'entité suprême, le groupe, donc incarné par le big boss, ne parlait absolument pas aux salariés. C'était juste une carte de remise en allant dans les différentes enseignes du groupe, c'est tout. Et le président était tellement peu convaincu par le sujet, il me consacre dans son agenda, je crois, qu'un quart d'heure ou 20 minutes. Bon, un quart d'heure, 20 minutes pour parler de marque employeur, etc., c'est quand même assez limite. Donc, je rentre dans son bureau, j'ai écouté, président, j'ai compris que vous aviez un agenda très chargé. Donc, je ne vais pas y aller par quatre chemins, j'ai juste une question à vous poser. Parce que moi, j'ai rencontré tant de centaines de personnes chez vous, ils comprennent rien à la stratégie et le groupe ne leur parle pas. Donc j'ai juste une question. Pourquoi êtes-vous égoïste? Parce qu'il y a peut-être une volonté stratégique, mais il y a peut-être de l'égoïsme. Donc, juste si le quart d'heure qu'on a, expliquez-moi. Là, il me regarde et là, on est resté 2 heures. Et ce grand patron, eh bien, il a pigé que une entreprise, ce n'est pas que de la performance économique, ce n'est pas que des avantages sociaux, c'est autre chose, c'est de l'humain. Et donc, lui qui était vanté comme étant un des grands patrons, etc., et bien, il a pris conscience qu'il passait à côté de sa raison d'être profondément humaine de patron. Et ça, je me mets souvent à la place des DRH parce que c'est pas facile de dire ça. Quand tu es consultant, c'est plus facile parce que tu n'as rien à perdre. Le mec, tu lui plais pas, il te jette et puis voilà. Bon. Mais ton devoir de consultant, c'est d'aller dans le vif du sujet et pas avoir peur, bien évidemment. Et donc, eh ben, ce groupe-là avait fait après un boulot mais remarquable, mais guidé par le président. Et ça change tout, bien évidemment. Ça change tout. Puis il y a des effets de mimétisme. Le fait de faire ce travail d'introspection, de conscientisation, du coup, même sur du champ du subtil, aussi, il y a un effet de mimétisme par rapport à toutes les strates aussi. Donc, Mais le bien rôle sûr. du leadership et du top management est crucial. C'est peut-être par là, c'est peut-être ce que tu fais. Tu commences peut-être par le top management en premier abord pour intervenir. Mais tu sais, ma grand-mère disait, un escalier, ça se balaye toujours par le haut. L'exemplarité vient toujours du haut. On oublie quand on est dirigeant qu'on est sur une scène qui est observée quotidiennement par le public que sont les salariés. Tu arrives au bureau, tu fais la gueule. Tous les gens qui t'auront croisé seront tétanisés pour la journée. Tu arrives avec la banane, tu salues les pognes, tu dis bonjour, etc. Tout le monde va passer une journée formidable. Parce qu'au final, manager, c'est pas compliqué. Tu vois, il y a plein de théories sur le management, etc. Mais si tu reviens au bon sens, manager, c'est de l'écoute, c'est de la considération. Donc déjà, si tu n'as pas ces deux piliers de la relation à l'autre, tu ne peux pas être manager. C'est du temps. Si ton temps est trop précieux pour ne pas t'occuper des autres, tu n'es pas manager. Et tu as derrière, évidemment, l'ambition que tu as partagée, puisque comme tu es manager, c'est toi la locomotive. Donc, quand tu réunis tout ça, bah, finalement, tu n'as pas besoin de plans, tu vois, stratosphériques pour être le bon manager. Deviens toi-même. Mais là, ça remet en cause la politique de recrutement des managers. Parce qu'en 2025, on continue à recruter des managers comme on le faisait il y a 50 ans. Le super technicien, eh ben, on va lui donner à encadrer des techniciens. Le super commercial, il va encadrer des commerciaux, etc., sans vérifier s'il y a cette profondeur d'âme pour se mettre au service des autres. Ce fameux don de soi dont je parlais tout à l'heure. Un manager qui est égocentré, qui pense, excuse-moi la formule cavalière, qu'à sa gueule,
il ne peut pas être un bon manager. Et c'est valable pour les politiques, hein. Quand tu vois la tartufferie de nos politiques, qu'importe les partis, c'est exactement pareil. On oublie le bien commun, on oublie notre raison d'être, à savoir être au service d'eux. Et quand tu oublies ça, eh bien, tu deviens insipide, tu es un homme ou une femme qu'on n'écoute plus, tout simplement, qu'on peut accessoirement suivre parce qu'on n'a pas de choix, parce qu'autrement on est viré, mais on n'entraîne pas. Or, le leadership spirituel, c'est ça, c'est cette capacité à entraîner sur de l'authenticité, sur du vrai, sur du concret. Voilà, pas des beaux discours. Finalement, l'entreprise, c'est peut-être un espace contributeur de conditions pour l'épanouissement des collaborateurs, quelque part, à toutes les strates, quelque part, sur son chemin. Mais c'est fondamental, Mm. fondamental. Euh, Si aujourd'hui, dans cette société qui marche un peu cul par-dessus tête, sous la pression des réseaux sociaux, etc., tu as autant de mots psychologiques. Euh, Évidemment, tu as la pression, notamment chez les jeunes, parce qu'il y a un livre que tout le monde devrait lire, c'est Génération anxieuse, qui est sorti il y a une petite année aux États-Unis et qui mesure, chiffre à l'appui, l'impact des réseaux sociaux sur la vie des jeunes. Imagine que depuis 2012, plus 184% de suicides chez les jeunes filles. C'est énorme. Bon, donc ça, cette réalité qui est en dehors de l'entreprise, mais a fortiori, l'entreprise doit être un lieu d'épanouissement. Elle est là pour permettre aux gens d'être heureux. C'est pas un pacte ad vitam aeternam, c'est des parcours de vie. Exemple concret, les entreprises devraient arrêter de parler de carrière. Je veux dire, un jeune ne raisonne plus du tout en carrière. Faisons-le rêver par des parcours de vie, oui. Et un parcours de vie, c'est un début et une fin. Peut-être des cycles qui peuvent après s'enchaîner, bien évidemment. Donc, oui, l'entreprise, elle est là. Je te parlais de rempart tout à l'heure par rapport à ce civil. C'est par essence, pour moi, une source d'équilibre. Mais il ne peut y avoir de source d'équilibre si, à la tête, il n'y a pas un équilibre. S'il n'y a pas une harmonie entre la tête et le corps, chez n'importe quel ostéo te dira si là-bas ça fonctionne pas, ben, le corps il va évidemment se fracturer ou avoir des vertèbres qui vont se déplacer. Donc il faut un alignement. Voilà. Est-ce que tu parlais beaucoup de la génération Z et des suivantes qui vont, et comme tu dis, représenter plus de 50% des effectifs dans les, même déjà très rapidement, et qui vont prendre peut-être la tête d'entreprise, même des fois de groupe. Est-ce que tu les sens euh, plus sensibilisés sur ces aspects que les générations précédentes ou pas du tout? Alors écoute, j'ai envie de croire profondément qu'ils sont plus sensibilisés. Je dis bien j'ai envie. Pourquoi? Parce que leur ADN est un ADN horizontal, collaboratif, fluide. Euh, pour autant, ils développent des caractéristiques d'individualisme, des fragilités qui n'existaient pas avant. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, c'est très, très, très fréquent qu'un ado, à un moment donné, fréquente un psy. Euh, Tu regardes le business des psys chez les ados, ça a explosé. Et c'est sûrement très bien. Je ne porte pas de jugement de valeur. Mais tout ça pour dire, est-ce que ils vont infléchir? Je veux le croire. Je pense que euh, ils vont faire bouger un peu les lignes. Mais ça ne servira à rien si, en amont, les actionnaires ne bougent pas. Si les actionnaires ne comprennent pas la notion d'éthique dont je parlais tout à l'heure, si les actionnaires continuent à imposer des rythmes d'extrême court terme, de ROI, tu sais, les fameux Q1, Q2, Q3, Q4, qui gèrent les boîtes aujourd'hui et qui rendent totalement schizophrènes, eh bien, s'ils ne comprennent pas que le temps long, c'est le seul temps humain à respecter, eh bien, on aura beau avoir une génération Z plus ouverte à l'autre, à l'empathie, etc., eh bien, il y aura des frictions. Est-ce que ça créera une nouvelle organisation? Je ne sais pas.
On verra. Mais j'ai envie d'y croire, oui. Parce que je trouve cette génération absolument formidable. Contrairement aux idées reçues où on dit elle veut pas bosser, elle est plus flemmarde, etc. C'est faux tout ça. C'est des raccourcis. Si, mais bien sûr, si on leur donne des raisons d'y croire, si on leur explicite à quel point ils sont utiles, parce que l'utilité est importante pour cette génération, si ce que l'on prétend être est le miroir de la vérité, et bien là, oui, ils vont monter au cocotier, ils vont bosser, ils vont bosser. Je voulais te partager aussi une réflexion, c'est que j'ai eu plusieurs expériences dans l'entreprise où moi je m'intéresse beaucoup aux approches de connaissance de soi, au développement personnel. Et du coup, en fait, j'ai eu des salariés qui sont confiés en me disant, ben, moi j'expérimente de mon côté, mais quand je pousse la porte de l'entreprise, j'aimerais pouvoir mettre ce sujet parce que je découvre que ça a des effets importants sur mon bien-être, sur mon amélioration, mes compétences. Et même chose, j'ai des dirigeants qui font cette approche, mais qui me disent, écoute, Yoann, je ne veux pas trop en parler parce que j'ai peur d'être perçu comme loufoque ou déconnecté de la vraie vie. Et finalement, je me dis, c'est dommage parce que beaucoup de strates de l'entreprise avec des collaborateurs expérimentent du développement personnel au sens large, mais ne veulent pas l'amener sur le terrain de l'entreprise. Et je me dis, c'est quelque part, c'est super intéressant parce qu'on touche à des clés pour faire émerger le leadership spirituel, mais il y a comme une omerta. Et est-ce que toi, tu partages ce constat? Et si oui, qu'est-ce qui explique cette omerta? Alors, tu as entièrement raison de souligner cela. Il n'y a jamais eu autant de quête, d'envie de croire, de développement personnel, de recours à des coachs qu'aujourd'hui. Ça, c'est clair, c'est factuel. Et ce, quels que soient les statuts, c'est évident. Euh, Ce que tu pointes derrière, c'est à la fois le manque d'ambition et de courage de la fonction RH. Parce que il y a un grand responsable à cela. Aujourd'hui, s'il y a autant d'errance humaine, c'est qu'il y a un manque d'ambition et de courage humain. Et l'entreprise aurait tout à gagner à faire rentrer des sciences humaines dans son organisation. Or, comme c'est le modèle financier de surcroît en référence au modèle anglo-saxon qui prédomine, on va te dire, nous, on recrute des gens, tu sais, la formule out of the box, on veut des gens différents, etc. Tu parles, on va te recruter quelqu'un différent et on va le faire rentrer dans le moule tout de suite. Et surtout, s'il sort du moule, boum, on lui donne un coup derrière les oreilles. On veut des lions, on recrute des petits chatons, si tu veux. Donc, c'est les grands paradoxes. C'est les grands paradoxes. Or, quand je parle de manque d'ambition et de courage de la fonction RH, c'est que une stratégie RH, ça ne se développe pas à travers des contingences juridico-sociales, mais ça doit être le pendant humain de la stratégie business de l'entreprise. C'est-à-dire que globalement, le business, il veut aller là, ça c'est la vision du dirigeant. OK, quel est l'environnement humain que je crée pour servir cela? Et donc, souvent, c'est l'épanouissement des gens, souvent, c'est le développement personnel des gens, etc. Bon. Et donc, tant qu'il n'y aura pas la révolution RH en entreprise, et j'utilise cet acronyme RH que je déteste parce qu'on parle de ressources humaines, c'est le début du problème. Aucun humain a envie d'être assimilé à une ressource. Transformons une bonne fois pour toutes cet acronyme en relations humaines. Ou Parce richesse? que, ou richesse, mais sans aller forcément dans une surenchère, déjà la relation, elle relie. Relie, religarer, c'est la racine du mot religion. Attention, pas d'accointance religieuse, quelque chose, mais de relier. Voilà. Et c'est ça le vrai défi. Et tant qu'on n'aura pas relié, eh bien, les tentatives de développement personnel, elles vont être clandestines, elles vont être personnelles, etc. Et pour aller complètement dans le sens, moi j'ai rencontré plein de salariés qui disent, de toute façon j'ai fait ce programme, mais j'en parle surtout pas à mes RH. Mais c'est pas normal. S'il y a bien un service vers lequel on doit aller pour aborder ces sujets, ce sont les RH justement. Eh ben non, j'y vais pas, ou je ne sais pas comment je vais être interprété.
Alors ça devrait être mis en place surtout aujourd'hui. Ça fait partie des questions du leadership spirituel. Les dirigeants devraient se poser la question, pourquoi mes salariés vont chercher ailleurs ce que je pourrais leur offrir dans l'entreprise? Et donc, à partir de là, alors attention, toujours en cohérence avec les valeurs, bien évidemment. Parce que une entreprise, c'est pas le monde des bisounours où chacun fait ce qu'il veut, you etc. On est là pour servir une cause en entreprise. Mm. On est là pour servir une mission, on est là pour servir une marque. Et donc, à partir de là, tu sais, il y a un très grand dirigeant qui disait, chez nous, il y a 4 types de dirigeants. Il y a ceux qui croient fortement dans les valeurs de l'entreprise, et qui dépassent leurs objectifs. Là, leur carrière est toute faite, parmi eux, il y a mon remplaçant, etc. Très bien. Il y a ceux qui atteignent leurs objectifs, mais qui se foutent totalement des valeurs. Là, ceux-là, il faut les virer. Il y a ceux qui peinent à atteindre leurs objectifs, mais qui défendent à fond les valeurs. Ben, ceux-là, il faut tout faire pour les aider à atteindre leurs objectifs. Et puis, il y a ceux qui non seulement se foutent des valeurs et n'atteignent pas les objectifs. Là, il faut virer celles et ceux qui les ont recrutés. Donc, on revient toujours à la boucle de l'humain. C'est-à-dire qu'il faut recruter non plus sur des compétences, en tout cas pas uniquement, mais il faut recruter sur l'adéquation culturelle. Et ça change tout. Parce qu'un vrai leadership spirituel, il se décline jusqu'à la politique d'embauche. Et on revient à la définition que je t'ai fait au tout début de la marque employeur, la cohérence. Si tu recrutes des gens que par des compétences, c'est interchangeable les compétences. En revanche, si tu vas recruter des gens qui vont porter nos valeurs, qui vont être en phase avec nos croyances, là, ça va tout changer. C'est une clé précieuse. Alors, comme on avance un petit peu dans l'émission, est-ce que tu aurais euh, une conclusion ou une phrase inspirante qui résume un petit peu nos propos et qui donne envie à nos auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de dirigeants et DRH qui nous écoutent, euh, de pouvoir aller un petit peu plus loin? Euh, j'ai utilisé le verbe aimer tout à l'heure comme étant le verbe d'action le plus puissant. Moi, je terminerai en évoquant celui de la liberté. C'est-à-dire que des fois, je suis interpellé quand je fais des conférences ou des cours en université. Et une fois, j'ai un souvenir d'une jeune qui me dit oui, mais voyez, moi j'aimerais bien que ça soit comme ce que vous dites, mais le problème, c'est que ma parole, elle n'est pas écoutée. Dès que je dis un truc, on me fait rentrer dans le moule, etc. Qu'est-ce que je dois faire? Bah, ma réponse était simple, c'est de dire écoute, barre-toi, va-t'en. Si tu es face à des gens qui ne t'écoutent pas, ça veut dire qu'ils ne te méritent pas. Et ta seule richesse, c'est ta liberté. Quand je vois des gens qui souffrent dans une entreprise, ah, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais il y a les contingences matérielles, le loyer à payer, les études des enfants. Ok, très bien. Mais si tu termines dans une boîte, tu n'as plus rien. Si tu pètes un câble et tu te tapes 3 ans de dépression, t'imagines le calvaire? Donc, la liberté, c'est la chose la plus importante. Et finalement, qu'est-ce qu'une entreprise? C'est une association de liberté, guidée par un idéal commun. Et si effectivement il n'y a pas cette incarnation au plus haut pour donner sens à ces libertés individuelles qui forment le collectif, ça ne fonctionne pas. Moi, mon père était un très grand joueur de rugby et la culture rugby est assez familiale. Et j'aime beaucoup, qu'on n'aime pas l'individu, la question n'est pas là. Tout le boulot qu'a fait Fabien Galtier avec l'équipe de France de rugby. Il a récupéré une équipe de France qui avait empilé des dirigeants, donc des sélectionneurs, on va faire un parallèle avec l'entreprise, et qui, entre guillemets, végétaient. Quand il a repris l'équipe de France, il s'est posé une question. C'est quoi le rugby français? Il y en a marre de copier les nations du Sud ou les anglo-saxons. C'est quoi le rugby français? Déjà, donc, il a défini la raison d'être. Ensuite, il a structuré une politique de recrutement en recrutant les meilleurs, non pas pour travailler leurs points faibles pour les rendre encore plus meilleurs, mais pour travailler leurs points forts pour les rendre encore meilleurs sur leurs points forts. Et il a redonné un Graal, malheureusement pour lui, dernière Coupe du Monde, ça n'a pas marché, on ne l'a pas gagné, mais qui était la fierté du maillot avec le coq sur la poitrine. Résultat des courses,
les stades sont pleins à craquer, l'Ovalie vibre de nouveau derrière son équipe de France, même si elle n'a pas gagné la Coupe du Monde. Et ça, tu fais le parallèle avec le monde de l'entreprise, eh bien, c'est criant. Et derrière, eh bien, évidemment, en étant maître de son destin, tu sais, c'est le poème Invictus de Nelson Mandela, je suis maître de mon destin. Bah, c'est ça, finalement, la vraie conclusion. C'est de dire que quand tu es dans... Allô? Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, parce que ça, l'image a disparu. Quand tu es maître de ton destin et quand tu es dans ce leadership spirituel assumé, eh bien, tu crées toutes les conditions permettant à l'individu d'être réellement dans sa vie, voilà, d'être aligné sur lui-même. Et ça, c'est quelque chose à titre personnel auquel je suis très, 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 très attaché. Voilà. Moi, je rajouterais, je trouve ça vraiment intéressant, et parce que j'ai fait beaucoup d'accompagnement aussi, de repositionnement sur des collaborateurs qui ont besoin de sens. Et moi, je leur explique Oui, que finalement, l'entreprise est un terrain d'apprentissage sur eux-mêmes. Et dans une quête oui. de connaissance de soi, et moi, c'est la lueur d'optimisme que je transmets, c'est que plus on fait un travail sur soi, on s'aligne avec qui on est, avec nos valeurs, nos essences, plus on attire des contextes où on va mettre en cohérence avec des entreprises qui portent les mêmes valeurs. Et elles sont Mais bien nombreuses de sûr, plus en plus, les entreprises avec ce modèle-là, hein, ce modèle bien inspirant. sûr. Elles sont pas très médiatisées, mais elles existent bien et bien. C'est juste Et bien avoir ce évidemment. courage de dire, ben, je me respecte, je suis en cohérence avec mes valeurs et j'ai le courage de quitter une entreprise où je suis plus en phase vers une entreprise qui est plus en phase avec mes aspirations profondes. Et ça existe en fait, hein. Exactement. Mais bien sûr que ça existe. Et dans mon livre pour le leadership spirituel que tu évoquais, à un moment, je mets les 7 clés du leadership. Parmi elles, il y a le don de soi, l'honnêteté, le courage, mais aussi une vertu qui est rarement mise en avant, qui est l'humilité. Car globalement, quand tu es dirigeant, si tu es arrogant, ça ne marche pas. Si tu as l'humilité d'être réellement ce que tu es en te mettant au service des autres, et ben généralement, tu agrèges des humains, des talents, des vies qui vont servir ton propre destin de dirigeant. C'est clair? Je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, Didier, je suis vraiment ravi. L'échange était passionnant. Moi, je me suis régalé. Je pense C'est que les gentil. auditeurs aussi vont trouver du sens profond à travers nos échanges. Et je te remercie vraiment infiniment d'être venu dans l'émission. Et j'aurai grand plaisir C'est à te moi qui te remercie. réinterviewer, voilà, d'autres fois sur d'autres sujets. Eh ben, écoute, merci infiniment pour cette invitation. Le plaisir a été partagé et plein de bonnes choses pour la suite alors. Merci. Et puis, je donne rendez-vous aux auditeurs pour de nouvelles interviews avec des personnalités passionnantes, des sujets passionnants. Et je rejoins un peu ce que dit Didier. Finalement, en fait, on partage de l'amour dans ce nouveau paradigme qui est en train de se dérouler. Donc, c'est la vocation de Capital Humain 3.0, c'est de partager ces lueurs d'espoir. Merci à tous, Eh ben, merci Didier et à merci. très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.